Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez Nadège Petit en Normandie. Quel plaisir d'arriver sur sa propriété, une belle ferme normande telle qu'on se l'imagine. Avec ses enfants qui jouaient dans la cour, le tableau était parfait. J'ai passé un excellent moment chez Nadège. Très accueillante, elle a pris le temps de me faire le tour de toute son exploitation. Puis, on s'est installé dans une cabane pour parler lin et pommes de terre. On a aussi parlé de sa vie passée en tant que graphiste en Espagne, du saut qu'ils ont franchi avec son conjoint pour reprendre la ferme familiale et de ses aspirations futures. Bref, un épisode riche en enseignements. Mais avant de commencer, petit aparté. Si l'épisode vous a plu et que vous avez un iPhone, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, tout repose sur vous. Pour les autres, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Merci à tous et très bonne écoute. Bonjour Nadège. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta ferme, la ferme Villedieu. Alors est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et nous expliquer où on est actuellement, s'il te plaît ? Je me présente, donc je m'appelle Nadège, je suis agricultrice depuis pas très longtemps. On s'est installé en 2018 à un peu plus de 30 ans avec mon mari et après avoir fait une dizaine d'années ailleurs. Et on a repris la ferme de mes parents dans le sud de la Normandie, une ferme familiale de polyculture. On a voulu changer de métier pour avoir une entreprise à nous et puis aussi avoir gérer notre emploi du temps parce qu'on a des enfants en bas âge et on pense qu'on est plus proche d'eux en étant à la maison entre guillemets parce que on a quand même aussi beaucoup de travail, mais être plus disponible pour eux et vivre dans un environnement à la campagne. Bien sûr. Et tu peux nous expliquer à nos auditeurs où c'est qu'on est actuellement ? Alors voilà, on est chez nous, au milieu de l'exploitation, au milieu des champs, mais il y a un bosquet et pendant le confinement, on s'est occupé à venir construire une petite mais finalement grosse cabane avec les enfants. Là, on est sur le banc, sous le toit de la cabane, à côté du tipi et du parcours sportif, au milieu des oiseaux. Toi, finalement, tu as décidé de devenir agricultrice. Ça a été quoi le déclic pour déclencher le fait de te dire vas-y, je me lance et je me mets sur l'exploitation de mes parents ? Alors finalement, c'est pas moi qui ai eu le déclic, c'est mon mari qui me l'a proposé. Alors lui, il n'est pas du milieu agricole et il travaillait dans une usine agroalimentaire avec un poste qui semblait intéressant, avec un avenir plutôt tracé. Mais finalement, il avait aussi envie de ce challenge d'avoir sa propre entreprise et on a eu la chance que mes parents cherchent des repreneurs, donc on s'est positionnés. Ils nous ont permis d'essayer. Et on s'est installé à la suite d'une année ou deux auprès d'eux pour voir vraiment le métier et ce que c'était. Et ensuite, alors moi on m'a proposé, mes parents cherchaient quelqu'un pour reprendre. J'ai un diplôme d'ingénieur en agriculture, je pouvais très bien reprendre, et beaucoup le font, de reprendre à distance en habitant à 300 km pour être avec ma famille et puis avoir la ferme à côté. Mais vraiment, moi, depuis toujours, je suis passionnée par l'agriculture et je pense vraiment qu'être agriculteur, c'est d'aller dans ces champs, de toucher, de voir et d'être autour. Et en plus, je voulais pas le faire toute seule. Mon projet aurait été familial de toute façon. Et donc, voilà, c'est une très bonne chose que mon mari ait eu le déclic, lui. Alors moi, je l'ai suivi à 100%, parce que, évidemment, c'est une super opportunité. Je rêvais pas, parce que je m'étais fait une raison qu'on pouvait vivre ailleurs de façon très heureuse. J'avais fait un peu une croix dessus. J'avais même dit à mes parents, ne me posez plus jamais la question, on ne reviendra jamais sur la ferme. Débat réglé. Et 3 ans après, on a frappé la porte. Au fait, on a une idée. Et du coup, ils ont été très, très contents parce que céder à un enfant, c'est ce qu'ils imaginaient depuis toujours. Donc voilà, ils ont été ravis. Aussi qu'on puisse avoir un temps d'essai pour pas se lancer bille en tête sur un projet. Oui, parce que ton mari a été pris en salarié pendant 1 an sur l'exploitation. C'est ça, on a la chance de pouvoir
avoir testé, tester un métier, voilà, c'est une vraie chance en agriculture, mais mes parents l'ont pris comme salarié, il a travaillé pendant 1 an, et puis parce que lui, il avait vraiment peur de ce côté isolé du monde agricole, d'être sur une ferme tout seul à travailler. Il sortait des usines avec 100 personnes, il dirigeait une centaine de personnes. Donc c'est vrai que de revenir sur une ferme, ça lui faisait un peu peur. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, une ferme, c'est pas simplement un agriculteur au milieu de ses champs. On est générateur de plein de choses. Une ferme, c'est aussi un assureur, c'est une banque, c'est un conseiller de gestion, c'est un comptable, c'est des mécanos, c'est un distributeur de produits, de matériel agricole. Et puis on a aussi, comme dans toutes les entreprises, on a de la R&D. Alors nous, on appelle ça le conseil et l'expérimentation. Donc on a une association avec une dizaine de salariés qui est au service des agriculteurs de façon indépendante de toute firme phytosanitaire, etc. On a notre propre conseiller qui fait ses expérimentations. Enfin, ils sont 10, hein. Et ils viennent nous apporter vraiment un conseil, ce qui marche pas, à quelle dose, quand est-ce qu'il faut que je passe tel outil de travail, etc. Donc on a la chance d'avoir aussi tout ça derrière, et voilà, on s'aperçoit qu'une ferme, c'est pas nous tout seuls, on est vraiment toute une communauté derrière, c'est toute une filière, il y a ceux qui sont avant, ceux qui sont après, et on travaille tous ensemble. Donc en fait, c'est hyper riche en contact, et moi je me suis aussi penchée sur la communication, donc voilà, je rencontre des journalistes, je parle de mon métier, je vais accueillir des écoles, voilà, on ne s'ennuie pas du tout. Et du coup, après 2 ans, pas de regret d'avoir repris ce métier-là ? Non, pas de regret, encore plein de projets en tête. On n'a pas trop le temps. On pensait avoir une période calme cet hiver, on ne l'a pas eu. On pensait avoir une période calme au mai-juin, on ne l'a pas eu. En fait, on a toujours plein de projets tout le temps. Mais c'est super, en fait. C'est génial. On a vraiment envie de se servir de l'exploitation comme d'un relais pour faire plein de projets autour. Tu parlais de polyculture, donc je crois que tu as du blé, du colza, de la pomme de terre et du lin, c'est ça ? Du lin, et puis après on a aussi de l'orge, du blé dur, on a beaucoup de cultures. On a de la chance de pouvoir faire toutes ces cultures sur l'exploitation parce qu'on irrigue, et ce qui nous permet de notamment faire les pommes de terre qu'on ne pourrait pas faire sans irrigation. Et je crois aussi que d'avoir plusieurs types de cultures, ça te permet de diversifier tes risques finalement, voilà. Tes risques financiers presque. Comme on dit, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, donc on est sur des marchés différents. La pomme de terre, c'est un marché quand même assez risqué. Donc déjà, on n'en a pas énormément, ce qui nous permet de réguler les risques et le travail. Mais ça nous permet aussi, quand le blé, les prix ne sont pas bons, parce que finalement, on a les rendements, mais c'est surtout les prix qui influent sur notre revenu à la fin. Si le prix il n'est pas bon en blé, il sera peut-être bon en pomme de terre. En général, il y a quand même toujours quelque chose qui arrive à sortir du lot, donc on arrive à une certaine sérénité sur l'exploitation du fait d'avoir plusieurs cultures. C'est une des grosses difficultés auxquelles vous êtes confrontés, ça ? Parce qu'en fait, tu es en train de nous expliquer que l'agriculteur, en tout cas toi, tu n'es pas maître de ton prix de vente, que tu dépends de marchés qui sont internationaux, finalement. Ça, c'est difficile à gérer ? C'est ça. Par exemple, du blé... des pommes de terre, du lin, on produit, c'est-à-dire qu'on a ensemencé à l'automne, on va récolter là, on ne sait pas, en fonction de la climatologie, on ne sait pas combien on va récupérer, et en plus le prix sera fixé que l'année prochaine, c'est-à-dire que si le marché s'effondre, notre coût de production, ça se trouve, on ne pourra pas l'atteindre, et on ne peut pas faire en fonction du prix, parce que le prix, on ne le connaît qu'après. Et pour poursuivre cette interview, je te propose qu'on se concentre sur la pomme de terre et le lin, parce que sinon on va passer 2 heures ensemble, j'adorerais, mais peut-être ça va faire un peu long pour nos auditeurs. On peut peut-être commencer par la pomme de terre. Est-ce que finalement tu pourrais nous expliquer quelle est la saisonnalité de ce produit ? C'est un des produits les plus consommés en France et dans le monde. Finalement, en tout cas moi je le connais assez peu. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer la saisonnalité de la pomme de terre ? Alors la pomme de terre, on peut dire qu'on en trouve tout le temps, mais il y a quand même une saisonnalité. Alors nous, on a choisi de l'avoir sur l'exploitation. De toute façon, une pomme de terre, ça se plante au printemps. Alors entre mars, avril, mai, ça va dépendre un peu de la région. Et ça se récolte en général plutôt fin d'été. La pomme de terre, on la plante dans une butte de terre. Ensuite, le germe sort de terre, fait des feuilles. Une fois qu'il y a les feuilles, elle va faire des tubercules sous la terre. Et plus on laisse longtemps, plus les pommes de terre seront grosses.
Donc, les tubercules, en fait, après, elles deviennent des pommes de terre. C'est ça. La tubercule est une pomme de terre, en fait. Et chaque plant de pommes de terre fait en moyenne 5 5 à 10 pieds, ça dépend aussi des variétés. Ouais. Et s'il y a de la pluie, s'ils ont suffisamment d'eau aussi et de soleil pour pouvoir se développer. Et donc là, elles ont fleuri, donc on a ce qu'il faut en tubercules et maintenant elles vont grossir. Et par exemple, si je veux des petits calibres pour faire des grenailles, je peux les arracher maintenant et ça me fera des petits calibres et je peux les arracher jusque tard. Ensuite, on peut arriver tout au long de l'été, la pomme de terre va pousser et va se développer. Nous, on veut des grosses chez nous pour les restaurants surtout, c'est la demande. Donc on va essayer de les garder le plus longtemps possible. Et à un moment où on trouve qu'elles ont le calibre qu'on veut, on va broyer la pomme de terre, donc on va broyer la plante, et du coup ça va stopper, les pommes de terre ne va plus grossir. Et ensuite, il n'y a plus de plantes, donc on peut les laisser en terre, après on les récolte quand on veut, de toute façon elle est en terre, elle est conservée de la lumière et du frais, enfin des températures, le fait d'être en terre. Donc on peut les arrêter au mois d'août et puis aller les récolter au mois d'octobre par exemple. D'accord. Et justement pour les ramasser, comment ça se passe ? C'est vous sur l'exploitation qui gérez ça en famille Alors nous on a une toute petite machine qui avance pas très vite, il faut être 4 dessus. Alors, mes parents faisaient tout avec cette machine et nous, on est un petit peu moins courageux. Enfin, c'est pas le fait de courage, mais on a calculé. On pense qu'on fait venir un entrepreneur qui a sa propre machine. Donc là, en 3 jours, on a fait ce qu'avec la petite machine, on fait en 3 semaines. Et donc, on arrache nos pommes de terre maintenant avec un entrepreneur qui vient notamment aussi planter parce qu'on n'a pas le matériel pour planter. On fait 7 hectares, ce qui est une petite surface. On en fait 1 hectare pour la vente directe et 6 hectares du coup qu'on vend à cet entrepreneur. Et lui qui est vraiment équipé en pommes de terre, c'est un agriculteur qui s'est beaucoup équipé. Et aujourd'hui, il a le matériel pour planter, il a le matériel pour récolter et il a aussi toute la partie transformation derrière de la pomme de terre. Il lave et il emballe pour vendre aux grandes surfaces. Et tu disais qu'après, c'est lui qui conditionne pour envoyer aux grandes surfaces. Ça vous évite aussi d'avoir à gérer, de répondre au cahier des charges de ces dernières qui sont assez strictes, je crois. C'est ça. Il nous donne le cahier des charges, on doit y répondre. Mais après, nous, on négocie pas avec les grandes surfaces. C'est-à-dire que nous, notre métier, ça va être de produire. On lui vend nos pommes de terre et après, c'est lui qui emballe et qui s'occupe de tous les contrats avec les grandes surfaces parce que ça, c'est vraiment un autre métier. Ouais. Les grandes surfaces, malgré les Egalim qui sont passés, c'est quand même très compliqué. C'est quoi les Egalim, pardon ? Les Egalim, c'était il y a 1 an ou 2, c'est les états généraux de l'alimentation. D'accord. Et du coup, c'était justement pour essayer de faciliter les contrats entre les producteurs, les industriels et les grandes surfaces. D'accord. Pour que ce soit juste, une rémunération juste. C'est toujours très difficile. Après, on a aussi besoin des grandes surfaces parce que c'est là où les gens vont aussi acheter, les consommateurs vont acheter. Mais le prix qui est vendu en grande surface n'est pas le prix qui est payé ni aux producteurs ni aux transformateurs. Tu peux nous détailler ça ? Alors après, moi, j'ai pas toutes les informations parce que je suis que premier maillon de la chaîne. En tout cas, je sais que l'année dernière, je voyais par exemple des pommes de terre qui étaient vendues entre 1,50 € et 2 € le kilo. Sachant que nous, on est payé, on va dire, entre 25 et 30 centimes du kilo. Ah oui. Donc, quand on parle de marge, là, elles sont là, les marges. Il y a quand même 1,70 € qui n'est pas dans la poche du producteur. Le transformateur, il est à peu près sur les mêmes bases que l'agriculteur. Donc, la distribution, elle a une grosse marge et c'est ça que devaient combattre en gros les états généraux de l'alimentation. Ouais. Et voilà, on se pose toujours des questions. Moi, quand je vois le prix de mes pommes de terre en grande surface, c'est vrai que je me pose des questions. Oui, bien sûr. Et par contre, en vente directe, nous, on essaie de vendre au prix de revient. Donc, on essaie de calculer combien on peut vendre nos pommes de terre pour gagner notre vie. On arrive à les vendre à 45 centimes le kilo. Donc les gens viennent en nous disant c'est pas cher et nous on dit mais oui mais on gagne notre vie. Ouais, c'est ce que je voyais, je vais faire la minute économie du podcast que je fais à chaque fois maintenant, mais je regardais sur le site d'une grande surface en drive le prix de la pomme de terre, les 5 kilos ils les vendaient 5,60 € quand toi tu vends les 10 kilos en moyenne à 5 €, entre 4 et 6 € en fonction de la variété je voyais. C'est quand même tout le paradoxe, et alors que toi en vente directe, en vendant finalement 50 centimes le kilo, tu gagnes mieux ta vie comme ça que en passant par les grandes surfaces. C'est ça. Alors après, ça nous demande aussi beaucoup de travail, parce que
là on les vend à la récolte et partent en camion, que là il faut qu'on les stocke, donc il faut aussi qu'on ait le matériel pour stocker, suffisamment de place, il faut qu'on les trie, il faut qu'on les emballe nous-mêmes. Donc, mais à ce prix-là, on considère qu'on gagne notre vie. Après, je veux pas que les pommes de terre en supermarché soient à 50 centimes, on serait payé 6 centimes du kilo. Mon père a déjà été payé, il y a 3 ans, il n'était pas payé 300 € tonne, il était payé 60 € tonne. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. En fait, le consommateur paye peut-être un peu trop cher le kilo de pommes de terre en grande surface. Toi, ça c'est certain, les revenus ils sont presque dérisoires ou en tout cas pas suffisants. Et en fait, il y a quelque chose quand même à régler à ce niveau-là, non ? C'est une question. Après, je pense que c'est aussi aux consommateurs à en prendre conscience parce que moi, je le vois quand je vais dans un supermarché sur les pommes de terre, je connais les prix. Tout le reste, j'ai aucune idée du prix. Si, je sais pas, la lessive que j'achète, à quel prix finalement l'industriel qui la fabrique est payé et moi je l'achète. Donc c'est là où est un peu le paradoxe. Après, la grosse aussi question des pommes de terre en supermarché, c'est le choix de la variété. C'est-à-dire que en grande surface, on va aussi choisir des variétés qui sont jolies, qui donnent envie d'acheter. Donc des variétés qui sont rondes, qui sont belles, qui sont propres, qui sont bien jaunes. Et au final, dans l'assiette, qui n'ont pas de goût. Nous, nos pommes de terre qu'on vend en vente directe, on n'est pas les seuls. On est plusieurs à faire de la vente directe, plusieurs producteurs dans toute la France. En général, c'est des variétés qu'on ne peut pas laver parce qu'elles ont une peau un peu rugueuse, donc un aspect qui ferait un peu sale si on les vendait lavées en grande surface. Mais par contre, elles ont un vrai goût de pommes de terre. Je t'en donnerai, Louise, pour que tu les goûtes. Avec grand plaisir. J'aimerais bien repartir avec des pommes de terre. Et oui, parce qu'en plus, la grande surface, en fait, elle vous impose des cahiers des charges qui sont, je crois, compliqués à tenir à tous les niveaux et qui sont en tout cas stricts. De plus en plus compliqués. Alors, on a... si on parle un peu de phyto, parce que bien sûr, nous, on n'est pas en bio ici, même si on fait très attention à tout ce qu'on fait, on met des produits sur nos pommes de terre. Phyto, c'est des pesticides. Voilà, des pesticides, des produits phytopharmaceutiques. Donc, on appelle ça phyto plutôt dans le monde agricole parce que c'est des médicaments pour les plantes. Il faut juste le voir comme ça. Aujourd'hui, dans la pomme de terre, tu as des maladies comme le mildiou. C'est un champignon qui peut se propager en 3 jours dans toute une parcelle et on peut perdre toute notre récolte. Alors, à l'échelle d'une parcelle, c'est dommage pour l'agriculteur, mais c'est aussi... s'il n'y avait plus du tout de produits autorisés sur toute la France, ça pourrait être toute la France qui n'a plus de pommes de terre. Mais je voyais il y a des siècles, c'était la cause, notamment en Irlande, ils avaient eu de grosses famines parce qu'ils dépendaient beaucoup en termes de nutrition de la pomme de terre. Et le mildiou était arrivé et en fait ça avait détruit tous les champs et il n'y avait plus assez à manger pour la population. C'est ça. Quoi. Donc il y a aussi, ça protège aussi des famines. Alors là, on parle plutôt de ma parcelle chez moi, de mon avenir économique, on va dire, mais à plus grande échelle, s'il n'y a plus de produits autorisés sur les pommes de terre contre le mildiou, on peut perdre toute une récolte d'un pays en quelques jours parce que le champignon va se développer en fonction de la météo et si c'est une météo un peu pluvieuse, de toute façon, les gens qui ont un jardin comprennent. C'est un peu l'ennemi total des tomates et des pommes de terre dans les jardins. Le mildiou, nous, par exemple, sur la ferme, on a une météo connectée chez nous. Donc ça prend et la pluviométrie, l'hygrométrie, c'est-à-dire un peu la rosée, l'humidité dans l'air. Et en fait, en fonction de ça, on peut savoir si le champignon peut être actif ou pas. D'accord. Et en fonction de ça, on va déclencher des traitements avec plus ou moins d'écart en fonction du risque. Ouais. Donc, en fait, vous étudiez les conditions météo pour essayer d'utiliser le moins de pesticides possible au final. C'est ça. On essaie d'utiliser que quand c'est très utile. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un produit qu'on applique, c'est déjà du travail en plus. C'est-à-dire qu'il faut l'appliquer quand les conditions sont idéales. Alors, c'est souvent très tôt le matin. Donc, mon mari se lève à 6h du matin pour aller épandre son produit. Donc, si on peut s'éviter un produit, on le fait sans problème. C'est un coût. C'est-à-dire que si on en passe ou si on n'en passe pas, quand on en passe, ça coûte toujours plus cher que quand on n'en passe pas. Donc, nous, si on pouvait éviter d'en passer, on le ferait. On fait vraiment ce qui est nécessaire pour pouvoir sauver notre culture et avoir une rentabilité derrière. Oui, d'accord. Et quand tu nous parlais du mildiou dans le cadre du cahier des charges des grandes surfaces, je reviens un peu pour clôturer le sujet, mais en gros, ils vous demandent de diminuer de plus en plus l'utilisation de ces produits-là. Comme les grandes surfaces, elles répondent aux demandes des consommateurs, donc on nous autorise de moins en moins de produits sur nos champs. Dans la loi, en fait, on a le droit d'autoriser certains produits. Et le cahier des charges des grandes surfaces
c'est toujours plus restrictif que ce qu'on est autorisé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 produits à disposition, tu peux en avoir que 5 à utiliser, par exemple. Il y a des fois où même où tu peux plus en utiliser. Enfin voilà, il va falloir s'adapter en fonction. Déjà, on a les autorisations nationales de la loi, etc., des produits autorisés. Et ensuite, pour pouvoir vendre en grande surface, tu as des cahiers des charges qui te autorisent ou pas des produits. Ensuite, tu dois être, bien sûr, tu peux avoir des audits, donc il faut être dans la légalité, dans tous tes papiers, dans tout l'administratif, dans... Chaque intervention est notée avec le jour, le produit, la dose, et puis pourquoi tu traites. Et donc ça, c'est pour chaque intervention, il faut que tu justifies et garder tes papiers pendant 5 ans de ce que tu fais. Donc il y a une traçabilité à donner, ce qui est logique. Moi, ma génération, ça me paraît logique. C'était un peu plus difficile pour mon père à le concevoir. Alors pour toi, je comprends bien que c'est de plus en plus compliqué. Pour le consommateur, c'est plutôt rassurant, non, ce que sont en train de faire les grandes surfaces ou pas, ou est-ce que c'est un peu hypocrite parce que finalement après ça les empêche pas d'importer des produits du Brésil. Enfin, je sais pas comment tu te situes par rapport à ça. Alors ça peut être rassurant pour le consommateur, c'est pour répondre à ses attentes. Après, c'est ce que tu dis, des pommes de terre n'ont pas la même réglementation en fonction d'où on est. Les cerises, c'est un gros problème en ce moment. Alors, je connais peu le sujet, mais ou les carottes, par exemple, je sais qu'il y a des produits qui sont plus autorisés. Et donc, il ne va plus être possible de produire des carottes comme, entre guillemets, on le veut, sans trous, sans insectes, sans maladies, etc. Des carottes propres et sanitairement saines, parce qu'on a des produits qui sont de plus en plus interdits. Et on se retrouve avec des impasses, et les cerises, les carottes, ça va devenir des impasses. On va être obligé de les importer. Donc les cerises, les insecticides sont autorisés en Italie, pas en France, et on vend les cerises italiennes alors que le produit est le même. Si on veut vraiment être cohérent, il va falloir que ce qu'on impose aux agriculteurs français, on l'impose aussi pour tous les produits qui sont dans nos assiettes. Et puis, il faut aussi faire confiance au monde agricole, je pense, parce que le monde agricole, nous, le sol, la biodiversité, l'environnement, c'est notre outil de travail. Donc, on n'est pas là pour le détruire, on est là pour aussi le protéger, le maintenir. Et mieux ce sera pour tout le monde, en fait, et notamment pour nous, parce que nos récoltes en seront toujours meilleures et nos produits ils seront sains. Et on est mieux aussi dans une forêt avec des oiseaux qui chantent que dans... Et il y a encore des oiseaux qui chantent. Et c'est pour cette raison que tu as décidé de garder 1 hectare pour faire de la vente directe. C'était quoi la démarche là ? Alors, mes parents ont fait de la vente directe depuis, on va dire, 30 ans. Donc, en fait, on n'a rien créé. C'était déjà actif sur l'exploitation. Et nous, ça nous intéresse aussi d'avoir le retour vis-à-vis du consommateur, c'est-à-dire pouvoir parler directement au consommateur de notre produit et puis le vendre et puis avoir un retour sur notre travail, parce que c'est vrai, quand on vend un camion de blé, on n'a jamais personne qui nous dit bah là c'était bien, c'était pas bien. Donc c'est vrai que ce retour il est très riche pour nous, et puis c'est aussi le fruit de notre travail qu'on arrive à vendre en direct. Donc ça nous fait, enfin, on aime beaucoup ce concept. Après, on s'aperçoit que la vente directe, c'est aussi beaucoup de travail, hein. Il faut aussi saluer tous les agriculteurs qui transforment, qui font de la viande, qui font des fruits, qui font beaucoup de ventes directes, parce qu'il faut, en plus d'être producteur, il faut être commercial, il faut être communicant, il faut être... et nous, on est des petits agriculteurs qui vendent en direct. Il y en a qui en font beaucoup. C'est ce qu'attendent aussi le consommateur, de voir l'agriculteur, etc. Mais c'est aussi un sacré métier et enfin, voilà, moi je leur tire mon chapeau aussi, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est ce que le consommateur attend, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail derrière. Donc, enfin, ça a aussi un prix, je pense, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et tu le fais donc de la vente directe sur la pomme de terre, et je crois aussi que tu as des démarches sur le blé, non ? Oui, alors notre coopérative, là, Natup, nous propose de faire un partenariat avec l'Ustucru, donc fabricant de pâtes, pour faire du blé dur. Alors c'est assez nouveau chez nous, alors ça va aussi dans le sens du réchauffement climatique, parce que c'est plutôt des cultures qui sont associées au sud de la France, ou à l'Eure-et-Loire, la Beauce, etc. Nous, on est un petit peu au-dessus, mais on en a fait l'année dernière et ça fonctionne. Et donc, eux qui ont leur usine à Rouen voudraient avoir aussi une filière un peu plus locale, et donc avoir un développement local d'une filière blé dur pour faire des pâtes l'Ustucru. Enfin, moi, je trouve ça génial d'aller acheter mes pâtes avec mon blé dur en supermarché. Enfin,
je trouve ça assez fou et du coup on adore la démarche. En plus on adore les pâtes, en plus des patates. Et donc voilà, on s'est lancé là-dedans. Après on a aussi eu la chance de pouvoir rencontrer les dirigeants de l'Ustucru et c'est vrai que eux de leur côté industriel et nous on est entrepreneurs aussi. Finalement on se rejoint aussi dans nos métiers, hein, même si nous on est sur une ferme et eux ils ont des grosses usines. C'est très intéressant et très riche. Donc voilà, on est parti aussi dans une filière locale, presque en circuit court, avec un industriel français. Donc c'est du Made in France et ça, on en est ravis aussi. Bon, l'heure tourne, on n'a toujours pas parlé du lin. J'ai découvert du coup en préparant l'interview que en fait la Normandie était un énorme bassin de production de lin mondial. Voilà. Tu peux nous raconter ça ? Alors, pour pas me tromper, j'ai demandé des chiffres à ma coopérative. Donc, c'est vrai que j'ai toujours entendu dire qu'on était le bassin mondial du lin en Europe, en France et en Normandie. Alors, si je vous donne quelques chiffres, parce que ça permet de situer. En Europe, on cultive 130 000 hectares de lin. Donc, nous, on en cultive 40. Hein, ça fait pas beaucoup, mais bon, ça fait quand même... pas trop de zéro après la virgule. Ce qui donne en fait à peu près 195 000 tonnes de lin sur ce bassin européen, sachant qu'au final, au niveau mondial, vraiment, on trouve des tissus en lin dans nos magasins. Et il y a 20 000 tonnes qui viennent du reste du monde et il y a 195 000 tonnes qui viennent de l'Europe. Donc on est hyper majoritaire. Sur ces 195 000 tonnes, il y a 70% qui est produit en France. Et sur ces 70% de la France, il y en a au moins la moitié qui est produit en Normandie. Donc on peut dire que la Normandie, c'est vraiment le bassin du lin au niveau mondial et que vous achetez une chemise en lin, vous achetez une nappe en lin, vous achetez des skis en lin parce qu'on peut aussi faire du lin composite pour faire de la fibre de lin comme de la fibre de verre. D'accord. Et c'est probable que ça vienne de Normandie. Donc voilà, c'est vraiment le bassin du lin. Ok. Et vous, sur l'exploitation, pourquoi vous avez choisi le lin ? Alors finalement, le lin, c'est vraiment historique sur l'exploitation. On va dire que mon père est un passionné de lin depuis toujours. Alors ils ont lancé avec les collègues autour le lin... on va dire dans les années 70-80 dans la région. Ils se sont un peu battus pour pouvoir en faire parce que c'est vrai que c'est surtout c'est surtout proche de la mer, toute la partie côtière Seine-Maritime ou le vrai bassin du lin. Ils ont même développé du lin d'hiver parce que nous, le printemps est plus séchant qu'en bord de mer. Donc on implante notre lin à l'automne, il passe l'hiver dans le champ. Et ça, c'était au début des années 2000. Ça fait 20 ans qu'il y a du lin d'hiver qui a été créé. Et c'est spécifiquement pour l'heure. Et donc après, en fait, donc le lin, il pousse sur votre exploitation. Ensuite, il est ramassé une fois qu'il a bien séché. Et il est ensuite transformé en fil de lin, c'est ça, avant d'être envoyé aux industriels de la mode, notamment. C'est ça. Alors, il y a plusieurs étapes. Nous, on le fait pousser. Une fois qu'il fleurit, alors vous avez sûrement entendu parler des fleurs de lin, c'est des champs bleus, c'est très joli, c'est très éphémère. Ensuite, il va mûrir un petit peu, c'est au moment où on l'arrache. Parce que la fibre de lin, on ne peut pas la couper en fait. On est obligé de l'arracher parce que si on comme elle est très résistante, il n'y a pas de machine qui est capable de couper le lin. Donc on l'arrache de terre, il y a des courroies qui la prennent et qui la reposent sur terre. Après, ça passe quelques semaines, voire quelques mois au sol. Et c'est l'étape la plus importante de la culture, c'est le rouissage. C'est-à-dire que la fibre, elle se transforme et devient de plus en plus résistante. Elle change de couleur au fur et à mesure de la période. Et une fois qu'on a... Et tout est le savoir-faire, il va falloir trouver vraiment l'instant où il faut le récolter, c'est-à-dire avant que la fibre ne s'use trop, une fois qu'elle est bien mature, bien rouille et avec une belle couleur. Donc là, tout est le savoir-faire. On va beaucoup voir notre champ. On va dans le champ, on va voir le toucher, voir s'il est un peu cassant. On va regarder la couleur, on va le sentir parce qu'on va voir un peu. Donc c'est là tout le savoir-faire des gens qui font du lin. Chaque année, c'est très différent et en plus, on arrive à avoir une qualité qui est différente, et qui peut être très bonne. Mais on peut aussi tout perdre parce qu'un coup de vent dans le champ et tout le lin s'envole et on met une allumette pour tout brûler parce qu'on peut rien récupérer.
Donc c'est assez risqué et voilà, c'est un vrai challenge tous les ans. D'accord. Et finalement, agriculture et mode via le lin sont assez liés, non? C'est ça. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est que alors le monde agricole reste quand même si ça s'ouvre, assez masculin. On va dire que notamment dans la région et quand il y a des animaux, on a de plus en plus de femmes, mais vraiment en culture, c'est quand même pas. On se compte quand même sur le doigt d'une main. J'espère que ça va s'ouvrir en passant. Mais quand je vais à des réunions techniques sur le lin, par exemple, on a 2 réunions par an où on est 70 agriculteurs dans une salle et on parle de la filière. Et ce qui est vraiment différent par rapport à une filière de blé ou une filière... c'est que comme on est un bassin important au niveau mondial, c'est que la météo chez nous, elle impacte vraiment sur toute la production mondiale. Et ce qui est rigolo, je trouve, c'est l'anecdote c'est qu'on parle aussi de la mode, c'est-à-dire qu'on va parler, voilà, dans les défilés de mode, on voit du lin, dans le linge de maison, on voit du lin, et donc c'est important pour nous parce que le lin, ça représente 5% du textile au niveau mondial. Donc on est epsilon par rapport au coton, au polyester. Et demain, si les gens ils portent plus du lin, mais ils portent du chanvre ou de l'ortie, qui est aussi une matière naturelle, et nous, on ne pourra plus produire chez nous. Donc voilà, on est vraiment... il faut qu'on... Vous espérez que le lin soit à la mode et qu'il soit mis dans les collections par les créateurs. On regarde ça de près. Et du coup, voir 70 ou même 300 agriculteurs qui regardent. Et comme c'est mondial, on voit aussi des défilés de mode en Chine, etc. On regarde la mode en Asie parce que c'est aussi c'est eux qui transforment, mais aussi des gros consommateurs de lin. Et c'est quand même rigolo de regarder les vitrines de magasins du Japon ou d'Asie. En réunion technique de 300 agriculteurs normands, quoi. Moi, je trouve ça assez sensationnel. Je veux bien le croire. Et pour revenir sur votre vie d'avant, en fait, vous avez eu 1000 vies. Tu me disais, vous étiez parti vivre à Barcelone. Alors, Grenade, c'est plus au Grenade, sud. pardon, oui, Grenade. Et finalement, ça a été un gros changement. Et comment tu vois la suite de plus tard? Tu te vois sur l'exploitation toute ta vie? Alors, on a eu la chance, on est tous les deux ingénieurs. On a eu la chance d'avoir des métiers. Moi, j'ai eu pas mal de métiers assez variés. Je me suis mis sur le tas à être graphiste parce qu'il y avait de la demande, parce que finalement, j'ai une sensibilité un peu de mise en page de documents, je fais des photos, etc. Et du coup, j'ai toujours aimé ça et j'ai réussi à me faire un métier entre l'agriculture et justement cette partie communication. Et donc, j'ai été graphiste à mon compte pendant au moins 4 ans là, avant de reprendre la ferme. Et je continue cette activité encore aujourd'hui et je travaille pour une coopérative, pour un agriculteur qui veut se lancer dans la vente directe, même pour la collectivité d'à côté. Enfin, voilà, j'ai aussi cette fibre-là que j'ai gardée on le travaille aujourd'hui sur l'exploitation. C'était important pour toi de garder un peu ce métier de graphiste en parallèle ? Et j'aurais du mal à arrêter parce que vraiment j'aime ça en fait. Alors avant c'était un hobby, je l'ai transformé en métier. Puis aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir l'utiliser à travers l'exploitation. Par exemple, j'ai le projet d'une ferme pédagogique. Et du coup, vraiment d'expliquer mon travail à travers des films, des vidéos, des photos, un site internet. Enfin, ça fait partie de moi, on va dire. Et après, comment on se voit dans quelques années, écoute, on s'était dit qu'on ferait peut-être un tour du monde un jour, mais on s'aperçoit que c'est peut-être un petit peu compliqué en étant agriculteur. Avec des enfants de surcroît. Mais finalement, pourquoi pas Nous, on a la chance d'avoir des cultures qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, les pommes de terre, le lin. Donc, on a la chance d'avoir un salarié qui est chez nous à temps plein. Donc, on a un salarié toute l'année qui est arrivé l'année dernière et qui va connaître toute l'exploitation. On pourra peut-être lui laisser les clés 1 an et partir. Ça serait quand même un sacré challenge, mais pourquoi pas. D'accord, super. De beaux projets en perspective. Donc, on l'a dit, tu es graphiste, tu as de grosses qualités de communication, on le voit quand tu parles. Et je crois que tu les utilises beaucoup aussi sur les réseaux sociaux pour communiquer autour de ton métier. C'est important pour toi de faire ça. Tu es beaucoup suivi sur Twitter notamment. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette démarche ? Quand on s'est installé et justement qu'on était dans cette période Nicolas salarié, moi j'ai travaillé dans une entreprise à côté, mais on a côtoyé aussi des gens qui sont hors milieu agricole via des associations. Je me souviens d'un festival pour enfants où j'ai été bénévole. Je me suis retrouvée autour de la table, 5 instits et moi agricultrice. Et du coup je me suis présentée et bonjour Nadège, je peux vous aider ? Je suis un peu graphiste et puis je suis aussi agricultrice.
Et la première question, c'est j'espère que tu fais du bio, j'espère que tu mets pas de glyphosate sur tes pommes de terre. Et là, Bienvenue. Bienvenue. Non, je mets pas de glyphosate sur mes pommes de terre parce que de toute façon, c'est pas possible. Si j'en mets, je n'ai pas de pommes de terre. Et du coup, je m'aperçois qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est dit dans les médias et notre métier de tous les jours. Et vraiment, il faut qu'on explique notre métier. Et donc, voilà, je passe beaucoup de temps à expliquer mon métier. Et alors moi, tout le temps, j'essaie de défendre toutes les agricultures. C'est-à-dire que je ne vais pas parler du bio en disant que c'est pas bien ou parler du conventionnel en disant que c'est bien ou pas bien. En fait, c'est pas binaire. Il faut vraiment... Si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime ce métier-là et on a chaque ferme a sa spécificité. Et nous, on réfléchit peut-être pour passer en bio ou pas, on ne sait pas, on se pose des questions. Mais ça va dépendre de notre terroir, ça va dépendre des cultures, ça va dépendre de la filière qu'on peut créer derrière pour vendre nos produits, ça va dépendre du sol, ça va dépendre de nos affinités à travailler soit avec un tracteur et un outil derrière pour désherber. Mais du coup, on consomme aussi du pétrole et du fuel et c'est pas forcément non plus bon pour les gaz à effet de serre. Soit on préfère passer rapidement un produit qui est chimique, mais qu'on sait qui a été étudié comme un médicament dans des laboratoires et on connaît un peu ce que ça peut représenter derrière. Donc voilà, il faut aussi qu'on puisse laisser la liberté à chacun d'avoir son affinité. Bio ou pas bio, c'est pas la question finalement. Je pense ce qu'il faut réfléchir, c'est sur des modèles durables. Et durable, on en entend beaucoup parler. Durable, c'est les 3 critères. L'environnement, donc prendre soin de son environnement, mais aussi avoir une rentabilité économique pour pouvoir survivre dans le temps, parce qu'il faut aussi qu'on puisse se dégager des revenus et payer nos charges, etc. Et puis aussi sur le côté social, c'est-à-dire que demain, on nous demande de désherber à la main tout notre champ de pommes de terre. Socialement, c'est pas possible. Il y a personne qui veut venir avec une binette traverser des champs pour arracher. Et puis socialement, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on puisse avoir ces 3 points qui sont très importants, l'environnement, l'économie et le social. Et ça, c'est ce qu'on dit agriculture durable. Et c'est vraiment ce sur quoi nous, agriculteurs, on travaille. Il faut aussi... Et donc, en travaillant sur tout ça, j'ai juste un petit mot à dire en plus, c'est que le monde agricole... Il y a beaucoup de personnes qui sont en fin de carrière. On le sait, le monde agricole est vieillissant et les gens ils sont proches de la retraite, ils attendent des repreneurs, etc. Et donc, on ne peut pas demander aussi à une personne, comme mon père il y a 5 ans, de changer tout son système. Ça fait 40 ans qu'il travaille comme ça, il lui reste 3 ans à faire, il ne va pas changer tout son système, c'est-à-dire tout son matériel, sa technicité, ses filières, tout, pour les 3 dernières années. Donc, il faut aussi faire confiance aux jeunes qui s'installent. Et je peux vous dire qu'on a envie de faire des belles choses. Donc, il ne faut pas nous coupez pas les herbes sous le pied et ayez confiance en nous aussi. Et pour clôturer notre interview, je vais te poser les questions maintenant que je pose systématiquement à la fin. Toi, qu'est-ce qui te rend fière d'être agricultrice aujourd'hui ? Ce qui me rend fière, c'est... Déjà, c'est d'entreprendre les choses sur mon exploitation. C'est d'innover, essayer d'être au cœur de l'innovation. C'est de communiquer, essayer de faire connaître mon métier à d'autres personnes et donner envie. Moi, on m'a transmis la passion, surtout... je suis issue d'une famille d'agriculteurs. J'ai rencontré des gens passionnés presque toute ma vie. Et c'est une vraie passion et c'est essayer de transmettre cette passion aux autres. Et est-ce que tu pourrais nous communiquer une information qui nous permettrait d'étaler notre science la prochaine fois qu'on voit un vêtement en lin ou qu'on mange une patate à table ? Alors, je vais plutôt me pencher sur le lin parce que je trouve que c'est une super culture, elle est très jolie. Déjà, une fleur de lin, c'est très éphémère, c'est-à-dire que ça fleurit une seule journée. Les champs de lin, si vous voulez voir des champs de lin, il faut venir en Normandie au mois de juin. Il faut se promener aux alentours de 11h parce que le lin, il fleurit le matin, en fin de matinée. Il profite du soleil de midi et les fleurs tombent au sol en milieu de journée. C'est-à-dire que si vous arrivez à 16h, le lin est défleuri.
Si vous arrivez à 9h, il n'est pas encore fleuri. Donc, il faut vraiment être là au bon moment. Et ça dure une petite semaine. C'est pour ça que tu m'as donné rendez-vous à 11h et que j'ai eu la chance de les voir en fleurs, puisqu'on est mi-juin. Et je mettrai les photos sur le compte Instagram du podcast. Et pour finir, où c'est qu'on peut te contacter si on a des questions? Où c'est qu'on peut te trouver? Et ben alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez essayer de venir jusqu'à la ferme, mais c'est un peu moins facile. En tout cas, à travers les réseaux sociaux. Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Ferme de la Ville-Dieu. Donc, ville et Dieu, je trouve que c'est un beau mot. Ensuite, Instagram et Twitter sous mon nom, Nadège Petit, ou mon pseudo, c'est AgriZoom. Parce que comme j'aime beaucoup les photos, et notamment agricoles, je trouvais que c'était un joli mot pour me représenter. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Nadège, de m'avoir accueillie dans ta cabane en Normandie. J'étais vraiment ravie de venir et d'être là. De rien. À bientôt, Louise. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.